sans plus allonger le propos, donc je passe le micro à Monsieur le maire, M. Matel. Merci Michel, tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue. Je me réjouis qu'il y ait une telle initiative sur l'urgence, le droit à une alimentation digne sur l'urgence alimentaire et que cette initiative ait lieu dans les caves écoiffiers. Alors un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas cet ensemble, je sais qu'il y a quelques habitués parmi vous. Ce sont les premières caves mécanisées du département qui avaient été construites à la fin du 19e siècle avec une entrée en fonction début 20e. C'est un investissement de la famille Violet, descendant donc de Simon Violet qui a créé le BIR à Thuir. Voilà, ça a été donc le cœur de la vie économique et sociale de notre commune. Un endroit aussi où il y a eu de nombreuses luttes, puisque c'était donc un ensemble viticole peu industriel, première cave mécanisée, donc avec une culture ouvrière et une culture du militantisme. Dans les 1980, la municipalité de Simone Parot à l'époque, qui était dirigée par le PCF, a fait l'acquisition de ces caves. Et c'est un exemple d'appropriation publique, voilà, de lieux qui étaient détenus par le patronat et qui est devenu un lieu, par la volonté municipale, à la disposition de tous, des populations, pour les associations. Et ensuite, c'est devenu le lieu de la vie socio-culturelle, avec une saison culturelle, notamment avec l'initiative de mon prédécesseur, Jacques, qui est présent dans cette salle, et qui a créé dès 2001 les Vendanges Octobre, le festival des Vendanges Octobre, et ensuite, à partir de 2008, des résidences d'artistes et une saison culturelle. On poursuit aujourd'hui ce travail avec la même volonté. Alors il ne s'agit pas d'urgence alimentaire, mais de mettre en tout cas l'égalité de tous par rapport à l'accès à la culture, à l'éducation, c'est quelque chose d'important. Ces locaux sont à la disposition de l'ensemble de la commune et bien au-delà, tout le monde est le bienvenu. Malheureusement, la vie culturelle est un peu mise à mal ces temps-ci à cause de la crise sanitaire. Et c'est devenu tout naturellement un lieu d'occupation symbolique par le mouvement des intermittents et plus largement celui des précaires. Voilà, c'était bien normal que ces caves deviennent aujourd'hui un lieu d'expression. Donc je crois qu'on est un peu dans la continuité avec l'initiative d'aujourd'hui. Sarita Rességuier, mon adjointe aux affaires sociales, pour rentrer dans le cœur du sujet, parlera, je pense, dans la matinée d'une initiative toute récente, c'est l'ouverture d'une banque alimentaire. On a un CCAS qui est très actif sur la commune, un lien avec un secours populaire qui est également très actif. Et je sais que je me réjouis également de la présence d'Emmanuel d'Atelier Carmonde, qui nous parlera d'une initiative qu'on va accueillir bientôt sur Alenia. En tout cas, il y aura une première session au mois de juin, et j'espère je me réjouis et je crois à l'implantation durable d'une école école de la transition écologique, où il s'agit de la solidarité pour permettre à des jeunes d'apprendre des métiers, de se former et tourner vers l'avenir, puisque c'est je ne dis pas davantage, Emmanuel en parlera mieux que moi, tourner vers l'avenir parce qu'il s'agit de transition écologique. Quoi. Vous souhaitez la bienvenue, je vais essayer de rester un petit moment et je vous quitterai vers 11h. Je te rends le micro, Michel. Oui, surtout qu'il n'est pas à moi. Ah ben oui, je pourrais plus tard. En tout cas, merci pour les conditions dans lesquelles la municipalité nous a accueillis et qui rendent possible matériellement aussi, même s'il y a des difficultés avec la période que l'on connaît, mais qui rendent possible cette initiative aujourd'hui. Donc, quelques mots aussi. Donc, Julien Berthélémy, secrétaire général du départemental CGT 66. Moi, je fais une petite déclaration. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, au nom de la CGT, je tiens à vous remercier, toutes et toutes, de votre présence ici, dans des conditions un peu particulières. Je tiens aussi à remercier la mairie d'Alenia de nous accueillir dans le parc écoiffier, symbole depuis 2 mois de la lutte des intermittents, de la CGT Spectacle et de la PACE pour la réouverture des salles de spectacle, des lieux de culture, mais aussi pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Car oui,
depuis plus d'1 an, nous sommes confrontés à une crise sanitaire qui a mis en lumière de nombreuses carences en matière de santé publique, mais aussi plongé dans la misère et dans la plus grande précarité de nombreux concitoyens et concitoyennes. Avant la crise, les Pyrénées-Orientales étaient déjà parmi les départements les plus touchés par la précarité, avec un taux de chômage et un taux de pauvreté les plus élevés de France métropolitaine. Hommes, femmes, actifs ou retraités, mais aussi et surtout les jeunes, sont victimes des ravages de la crise sociale et économique. Avec la perte de leur petit boulot d'étudiants et des bourses insuffisantes, ils sont nombreuses et nombreux à souffrir du mal logement, du manque de moyens et de faim. L'Observatoire de la vie étudiante a établi que, pendant les 2 mois du premier confinement, un étudiant sur 4 n'a pas mangé à sa faim pour des raisons financières. Selon cette même étude, 19% des étudiants interrogés ont dû se restreindre à des achats de première nécessité. La crise sanitaire est venue aggraver une situation déjà très préoccupante. L'enquête INSEE Revenus, Niveau de vie et pauvreté en 2016, publiée en 2018, précisait que, de son côté, 21% des élèves et étudiants se situaient sous le seuil de pauvreté, contre 13% de l'ensemble de la population. Notre jeunesse est victime des choix de société, de cette politique ultralibérale, mais malheureusement, ils et elles ne sont pas les seuls. Dans sa recherche de rentabilité à court terme, les puissants de ce monde mettent en concurrence les travailleurs entre eux pour réduire l'emploi et surtout maintenir de bas salaires. Ils n'apprennent que rarement de leurs erreurs et sont aveugles et sourds au malheur du peuple et aux catastrophes sanitaires, sociales et environnementales. La Covid et la crise sociale qui en découle frappent plus durement les quartiers populaires. Rien d'étonnant donc que les files s'allongent aux portes des associations humanitaires alimentaires, devant les épiceries solidaires ou les cantines populaires. Face à cette réalité, la CGT a organisé la riposte pour dénoncer cette situation inacceptable et porter un autre projet de société. En novembre, nous avons rencontré les responsables d'associations, que ce soit le Secours populaire, le Secours catholique, le Resto du Cœur, pour construire avec eux une mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage, contre la précarité, pour une alimentation digne. La journée du 5 décembre 2020, place de la Résistance à Perpignan, a été une grande réussite avec l'intervention de privés d'emploi, d'intérimaires, d'intermittents, de travailleurs saisonniers et bien sûr des associations. Elle nous a permis de construire cette initiative et de nous retrouver aujourd'hui dans cette salle pour analyser et débattre de l'urgence alimentaire, du droit à une alimentation digne pour toutes et tous. Sans faire au plus long, je vous remercie de votre attention et je vais maintenant laisser place au débat. Merci Julien. Donc j'appelle à la tribune derrière moi Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame Malherbe, Madame Aurélie Roby, Secrétaire générale du Secours populaire des Pyrénées-Orientales, Monsieur Pastouille sur la banque alimentaire 66 et Monsieur Ladislas Hugo Nessot sur la plateforme Andes. Je vous en prie. Donc l'idée c'est d'avoir aujourd'hui un regard croisé et des échanges entre les intervenants à la tribune et les personnes qui sont dans la salle. C'est aussi l'idée d'avoir des regards croisés sur ces problématiques puisque les responsables d'institutions, de collectivités territoriales, d'autres d'associations, toutes n'ayant pas le même objet d'ailleurs. Et donc c'est ce regard croisé qui nous intéresse. Et puis, chose que Julien a déjà évoquée et dont on reparlera certainement dans les échanges, c'est que ce qui nous frappe à nous en tant que syndicalistes, c'est aussi le fait que cette précarité s'est élargie aujourd'hui au monde du travail. Et jusqu'à présent, les associations humanitaires intervenaient sur des publics qui étaient en situation de grande précarité. Et malheureusement, ça s'est élargi et aujourd'hui, on a des milliers de salariés qui, du simple fait de leur rémunération, n'arrivent pas non plus à vivre correctement et ont recours à l'aide alimentaire. Donc voilà, je ne dis pas plus et je pense que le moment est de passer la parole à nos invités et puis ensuite donc des échanges avec la salle. Et je vous propose, Madame la Présidente, de commencer, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Je ne refais pas de présentation, mais simplement pour vous dire en quelques mots ce que le département
collectivité qui s'occupe principalement justement des missions de solidarité au sens très large, puisque ça va, comme on le dit régulièrement ces derniers temps, de la naissance à la fin de vie, et tout type de personnes, et aussi celles qui sont les plus fragiles. Donc pour revenir directement au sujet sur l'alimentation, et l'alimentation digne, il y a deux gros sujets. C'est d'abord l'accès à l'alimentation, et on a bien vu, et on le verra, je pense, en témoignage avec les responsables des associations qui sont là, que ce soit pour le Secours Populaire, la Banque Alimentaire, qui sont des partenaires associatifs sans qui le département et donc les élus ne seraient pas grand-chose, parce que il ne faut pas oublier, je sais qu'il y a certains élus dans notre département qui veulent se substituer aux associations en disant qu'ils vont faire eux-mêmes l'aide aux devoirs et que, ma foi, si les associations, elles, perdent cette possibilité, ce n'est pas leur problème. C'est les mêmes aussi, ces élus, qui baissent les subventions en ce moment, depuis quelques mois, voire qui les suppriment. Donc forcément, on n'est pas sur cette ligne-là. Nous, tout le travail qui est là depuis plusieurs années avec les associations, et donc il y a des professionnels, mais il y a aussi des bénévoles qui s'inscrivent, qui s'investissent, qui s'engagent, et la moindre des choses, c'est de respecter ces professionnels, ces bénévoles, et en plus, on voit bien quel travail on fait ensemble. Alors on peut toujours dire, c'est pas assez, il faut faire mieux, n'empêche que ce qu'on a réussi à faire sur la gestion de la crise, donc je ne reviens pas sur les moments d'avant, qui étaient de toute façon, les constats ont été évoqués tout à l'heure, mais en tout cas pour ce qui est de la gestion de la crise, le fait de... ça nous a, j'allais dire, encore rapprochés, puisque on peut imaginer que les élus, dans leurs décisions, ils décident de financer, puis point barre. Sauf que là, il y a eu cette proximité aussi. On a travaillé avec la nécessité de à la fois avoir les quantités, et là je pense plutôt à la Banque Alimentaire, et la région a également été très présente sur le sujet, donc département, région et dans les communes, globalement, il y a une mobilisation générale de ce point de vue-là, sauf pour quelques-uns. Et puis après, plus directement au moment de la distribution, et nous sommes intervenus aussi, et à la fois dans des financements supplémentaires pour la quantité, j'allais dire, alimentaire, mais aussi pour ce premier confinement, de solliciter l'ensemble des agents qui n'étaient pas forcément occupés. Vous savez qu'il y en avait qui étaient occupés. Vous savez qu'on est un des seuls départements à avoir maintenu ces services publics de proximité ouverts par rapport à la relation humaine, par rapport aux gens qui en avaient besoin, parce qu'on a passé des coups de fil, bien sûr, mais pour certaines personnes en difficulté, il y a besoin de ce contact humain direct. Et donc, il fallait qu'on puisse, enfin, en tout cas, c'est la décision que nous avons prise d'avoir ces relais directs pour accompagner les personnes les plus en difficulté. Et puis, donc, il y a tout un ensemble d'agents du département qui sont venus proposer leur aide et qui sont devenus bénévoles dans les différentes associations. Donc, au-delà des décisions financières des élus à un moment donné, il y a aussi, alors on n'a pas du tout imposé aux agents d'aller faire du bénévolat, on a proposé. Et c'est vrai que, j'allais dire, même pas eu besoin de le proposer, nombre d'agents ont voulu se rendre utiles de façon instinctive, et parce que ce sont d'abord des agents du service public, ce sont des fonctionnaires. Je sais bien que parfois on les critique, mais enfin ici dans cette salle aujourd'hui, ça m'étonnerait quand même. Enfin, on peut toujours critiquer si on propose quelque chose. Mais en tout état de cause, là, moi je les félicite les uns et les autres, que ce soit dans le monde associatif ou chez nos agents, parce qu'il y a eu une mobilisation très importante. Donc ça, c'est pour faire face immédiatement quand on est dans ce premier confinement, dans le cadre de la crise sanitaire, sachant qu'il y avait aussi dans les bénévoles des personnes plus âgées qui, elles, du coup, étaient très inquiètes pour leur santé, comme tout le monde d'ailleurs, mais ça a été vraiment important de pouvoir mobiliser des bénévoles. Ensuite, on a continué à travailler ensemble avec les différentes associations pour voir un peu l'évolution. Puisqu'on avait des personnes qui venaient, j'allais dire, régulièrement sur les distributions, mais on a vu évoluer le public, j'allais dire, et ça c'est important de pouvoir le suivre, que ce soit au niveau des associations ou au niveau des élus, parce que ça nous permet aussi d'ajuster, de voir quelles sont les autres
actions à mettre en place pour accompagner ce public différent. Parfois des commerçants et des artisans qui n'ont pas forcément, j'allais dire, l'habitude. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient l'habitude d'aller utiliser les distributions, mais voilà, c'est le public qui était différent, et c'est important de le noter. Je veux rappeler aussi, parce que je ne veux pas être trop longue, ce qu'on a mis en place dans les cantines pour la restauration scolaire. Donc ça, c'est pas directement sur ce premier mois de confinement, c'est ensuite, avec l'UTSIS, entre autres, on a fait ce qu'on a appelé la cantine à la maison, ce qui permettait d'avoir un repas complet, équilibré dans les familles qui le souhaitaient. Et bien sûr, on n'a pas réservé que à la personne de la famille qui en avait, ça a été un peu plus large. En plus, après, on a aussi, quand les élèves ont pu revenir directement déjeuner au restaurant scolaire, on a aussi aménagé, adapté le dispositif. Je rappelle que c'est 16 000 repas jour habituellement, hein, quand il n'y a pas de difficulté pour l'UTSIS, donc dans les écoles, dans certains collèges, mais dans tout le département. Et là aussi, c'est important de dire qu'on n'a pas lâché cette dimension-là et cette affaire-là. Et puis, il y a tout l'aspect aussi d'aide directe financière aux personnes. On a déplafonné, puisqu'il y a toujours un montant maxi de revenus qui permettent d'obtenir ou pas des aides. Donc, on a déplafonné ce montant. On a augmenté les possibilités d'aide exceptionnelle. Et très vite, on s'est rendu compte, alors quand je dis très vite, après l'été, et moi j'avais vu avant, puisque dans les recrutements des saisonniers, je savais que, y compris la collectivité, elle n'avait pas fait tout à fait le même nombre que d'habitude, puisqu'on avait des sites qui n'étaient pas ouverts comme d'habitude. Et puis je l'ai vu aussi, y compris dans l'agriculture, les saisonniers de l'agriculture, ça a été plus compliqué finalement. Et donc nombre de jeunes qui font la saison pour pouvoir soit payer leurs études, ou en tout cas aider à payer leurs études, n'ont pas eu d'emploi l'été dernier et se sont retrouvés en difficulté, parfois dès le mois de septembre, ou en tout cas très rapidement à l'automne. Et ça, on en a pris conscience, nous, très rapidement aussi, mais parce qu'on est en contact direct, on peut dire qu'on est sur le terrain, mais aussi justement avec les associations, y compris les associations d'étudiants. Et puis parfois, on a des étudiants aussi encore donc, à gérer. Donc on peut avoir des retours, y compris à ce niveau-là. En tout cas, on n'a pas attendu, enfin moi, nous, en novembre, on le votait, je sais plus, octobre ou novembre, on le votait déjà au niveau de l'Assemblée départementale, ce qu'on avait évalué pour le problème, pas seulement des étudiants, d'ailleurs des jeunes en général, dont les étudiants, et je réinsiste parce qu'il n'y avait pas que les étudiants qui étaient concernés, des jeunes en général qui avaient d'autant plus de mal aussi à trouver leur premier emploi pour certains. Donc, en se mobilisant de la sorte dès l'automne, je dis qu'on n'a pas attendu parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales, mais 4 ou 6 mois plus tard, enfin je crois que c'était février ou mars. Donc s'ils avaient aussi réagi plus vite, peut-être on serait moins en difficulté aujourd'hui par rapport à la précarité alimentaire. En tout cas, il y a des belles initiatives qui ont pu se mettre en place avec les différentes associations. Et aujourd'hui, on accompagne, par exemple, si je reprends l'exemple étudiant, la mise en place de l'épicerie solidaire à l'université. Je sais que par ailleurs, avec le Secours populaire, il y a des distributions pour le moment à l'université. Et puis, bien entendu aussi, on est ouvert à toute initiative pour que des moments de crise où on réfléchit différemment, où on essaie de faire différemment, puisse ensuite amener à une pérennisation d'un certain nombre d'actions qui vont être plus adaptées ou mieux, enfin j'allais dire bénéfiques pour les jeunes ou les moins jeunes, puisqu'il y avait aussi toutes les personnes âgées, isolées, qui étaient en très grande difficulté, qu'on a pu accompagner par ailleurs. Mais on a vraiment besoin de se rendre compte, de se réunir ensemble et de voir comment aussi on peut faire différemment pour accompagner au mieux l'ensemble de ces personnes. Un dernier exemple qui nous tient à cœur au département, c'est celui qui nous a fait travailler à la fois avec la Chambre d'agriculture
et justement les associations comme la Banque alimentaire ou le Secours populaire, en travaillant sur une association qui s'appelle Mangeons local. Donc il y a toute la dimension Mangeons local en payant effectivement nos denrées, mais il y a le lien aussi avec les structures qui font de la distribution. Justement, c'est pour ça que je parle beaucoup de la Banque alimentaire et du Secours populaire qui sont là, mais on peut parler des Restos du Cœur. Et le lien avec Andes par rapport à Saint-Charles est vraiment important. C'est un sentier d'insertion qui... alors je ne sais plus de quand il date, vous nous rafraîchirez la mémoire, mais il a continué à se développer de façon tout à fait intéressante, en tout cas moi je trouve, par rapport au territoire. Donc tout cela nous permet non seulement de mettre en lien entre une alimentation de qualité, parce que dans la production du département, on a plutôt des produits de qualité, et là je ne parle pas seulement des vins, je parle de tous nos produits, les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, mangent du plastique, on a bien compris, mais globalement, on a quand même accès à une diversité de produits tout à fait intéressante. Donc il faut qu'on puisse partager finalement l'ensemble de ces produits avec tout le monde et pas seulement ceux qui ont les moyens. Donc ça m'amène à quelque chose qui est plus une question, en tout cas sur laquelle je voudrais qu'on puisse travailler aussi avec le monde des associations, des associatifs. Je ne sais plus si je crois qu'on avait discuté il y a quelques temps déjà, quelques mois, avec ATD Carmonde, c'est aussi comment on apprend à ceux qui sont dans la difficulté à mieux manger et à mieux se préparer à manger à partir de produits de base qui sont quand même moins chers que des produits finis, qui sont plus en général meilleurs potentiellement. Et ça, il reste un énorme travail à faire encore sur ce sujet-là pour finalement apprendre à savoir acheter. Et pour savoir acheter, il faut savoir cuisiner un tout petit peu, mais pas forcément beaucoup. Puis après, ça peut devenir une passion. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut parfois réapprendre à faire. Et avec les travailleurs sociaux aussi de l'institution, on essaie de travailler sur ces sujets-là. Mais là encore, ça ne peut pas se faire sans le monde associatif, en tout cas, que la collectivité ne peut pas tout. Et j'allais dire, ce que permet les associations sur ces sujets-là, ça me semble vraiment intéressant. Donc j'en finis là-dessus pour ne pas faire plus longue. Et en tout cas, très intéressée, très investie sur le sujet de l'alimentation et de pouvoir partager au maximum cette alimentation et là aussi de qualité. Merci Madame la Présidente. Effectivement, le rôle du conseil départemental est un des premiers acteurs, si ce n'est le premier acteur en matière d'action sociale. Vous avez bien fait de le rappeler. Donc, Aurélie. Maintenant, une présentation pour le Secours populaire. Merci. Un grand merci tout d'abord à la CGT pour cette initiative qui va avoir le mérite à la fois de faire des liens et puis de nourrir un peu notre réflexion, parce qu'il y a des jours où voilà, on a l'impression de tourner un petit peu en rond quand même. Et j'en profite aussi pour remercier la mairie d'Alenia pour son accueil et puis pour son soutien permanent au Secours populaire. Voilà. Alors, le Secours populaire est une association humanitaire généraliste qui intervient sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la question de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est souvent la porte d'entrée pour toutes les personnes qui se tournent vers notre association. On est cependant vraiment, nous, sur une aide d'urgence. C'est-à-dire, les frigos sont vides, il n'y a pas de ressources, il y a une perte de revenus ou une absence totale de revenus. Un certain nombre d'acteurs sociaux peuvent réorienter vers le Secours populaire ou vers d'autres associations humanitaires. Et on intervient sur une durée plus ou moins longue en fonction de la situation. Donc pour beaucoup de personnes, ça va être sur quelques semaines ou quelques mois, le temps que les nouvelles prestations éventuellement se mettent en place. Il y a souvent des changements de situation. Voilà. On perd son boulot, un arrêt maladie sur du long terme, etc. Au-delà, une fois que toutes les prestations sont mises en place, on réoriente généralement vers d'autres modes d'action,
que sont par exemple les épiceries sociales et solidaires, où il y a une participation financière un peu plus conséquente, mais qui est malgré tout très accessible à de petits budgets. Donc ça, pour moi, c'est un dispositif extrêmement intéressant à développer. Voilà, le secours populaire est un maillon de la chaîne, mais il ne répond absolument pas à l'ensemble des besoins et des urgences alimentaires. Voilà. Donc, passer l'urgence, on a besoin, nous, de passer le relais aussi à d'autres acteurs. Cela dit, pour certains profils, l'urgence parfois dure. On a des situations, effectivement, qui ont peu de chances d'évoluer. Bon, je vais parler bien sûr des publics qui sont plus ou moins ignorés sur le sol français par l'État français, que sont par exemple tous les publics sans papier, voilà, donc qui n'ont accès à aucune source de revenus, qui n'ont pas le droit de travailler officiellement et qui pour autant doivent s'alimenter. Ce sont des humains, il y a des enfants, etc., etc. Donc on a aussi des situations qui sont vouées à durer sur du long terme, voire du très long terme. Donc notre aide d'urgence voilà, prend différents visages en fonction des situations. Sur notre aide alimentaire, il y a beaucoup d'enjeux en fait qui nous interrogent et que l'on soulève nous aussi régulièrement en interne au sein de notre mouvement. Il y a toutes les questions de santé autour de l'accès justement à une alimentation équilibrée, de bonne qualité, etc. Et on sait que les publics précaires en France ont de très nombreux problèmes de santé, puisque la santé ça passe après tout le reste. Et vu le nombre des difficultés qu'ils rencontrent, parfois on s'en saisit jamais. Mais en tout cas, une mauvaise alimentation entraîne ou aggrave des problèmes de santé qui deviennent des problèmes de santé publique. Enfin, il y a des questions de diabète, de surpoids, voire d'obésité, d'hypertension, enfin, j'en passe, je ne suis pas du tout médecin, voilà, ni épidémiologiste cette saison. Mais en tout cas, voilà, il y a des problèmes de santé que l'on remarque, nous, plus particulièrement dans les publics qui viennent au sein de notre association et qui nous préoccupent. La question de l'alimentation, c'est aussi une question de consommation et à quoi on a accès quand on est un public précaire, qu'on a très peu, voire pas de ressources. À un moment donné, on s'oriente vers des produits de faible qualité, vers des produits de la grande distribution à bas coût, parce que c'est ça qui est accessible. Régulièrement, si on fait des études, on voit qu'un certain nombre de plats cuisinés sont au final moins chers que la matière première. Donc tout ça oriente les publics précaires aussi vers certains types de consommation. Donc c'est pas forcément c'est loin d'être un choix initialement, c'est vraiment guidé par des questions économiques. Voilà. Donc là aussi, il faut qu'ils aient ce choix, parce qu'en réalité, quand on est en situation de précarité en France aujourd'hui, on n'a pas le choix sur plein de choses, on n'a pas le choix, mais sur l'alimentation, qui est pourtant notre première garantie de vivre et de rester en bonne santé, on n'a pas le choix. Voilà. Après, il y a aussi des questions de pratiques au quotidien. Nous, on rencontre beaucoup de personnes et de familles très affaiblies par la précarité, où à un moment donné, on perd l'envie de beaucoup de choses, d'où aussi une perte d'envie de cuisiner, de profiter d'un certain nombre de choses, etc. Donc c'est des facteurs aussi qu'il faut considérer. Voilà, il ne suffit pas de se dire qu'on va donner accès à de beaux produits pour régler totalement la situation. Il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Pour remplir les paniers alimentaires que l'on distribue au Secours populaire, on a différentes sources d'approvisionnement. Je ne vais pas trop m'appesantir sur un certain nombre d'entre elles parce que je pense que mon collègue de la Banque alimentaire et puis l'ANDES et tout à l'heure un opérateur aussi, la plateforme Solal reviendront dessus. Mais pour faire bref, en quelques mots, on a notre épicerie sèche qui provient de ce qu'on appelle le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Ça permet voilà,
de confectionner des repas simples mais plus ou moins équilibrés, même si régulièrement, là aussi, les produits retenus dans le cas du FEAD sont remis en question en termes de qualité. Je ne parle pas des steaks hachés où il n'y avait pas de viande et j'en passe. Donc on doit, nous aussi, en tant qu'association redistributrice, avoir une vigilance constante sur la qualité des produits que l'on propose de redistribuer au public en difficulté. Mais c'est un sujet. Voilà, le FEAD donc, représente vraiment un apport important, en tout cas dans nos paniers alimentaires. On a ensuite des dons de producteurs locaux ou d'entreprises locales. On est content notamment que la plateforme Solal puisse faciliter cette mise en relation, mais je laisserai en parler tout à l'heure. On fait des achats pour compléter en produits frais ou en fruits et légumes aussi ces paniers alimentaires. Donc là se pose tout à fait la question du financement. Effectivement, on a eu des soutiens importants du département et d'autres acteurs publics en 2020 pour nous aider à faire face. Parce que l'augmentation d'à peu près 30%, je dirais, des personnes qui se sont tournées vers nous, a mis nos stocks très très à mal. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi la ramasse auprès des supermarchés et de la grande distribution, qui là pose encore d'autres questions. Alors on travaille avec la grande distribution et on est malgré tout content de ce partenariat, mais ça pose des questions en termes de qualité et de choix des produits. Parce que là, pour faire simple, on va auprès des supermarchés pour récupérer les invendus. Plus ça va, plus on nous donne les produits qui sont périmés le jour même. Donc c'est-à-dire que ça demande de notre part une réactivité à toute épreuve. Si on ne les distribue pas le jour même, on doit les jeter. Les produits, forcément, c'est pas un choix que nous faisons. On ne se dit pas, tiens, voilà, quels seraient les produits idéaux pour compléter les paniers alimentaires que l'on distribue. Mais on prend ce qu'on nous donne et on le repropose au public. Alors je ne dis pas, parfois il y a des petits produits plaisir qui viennent compléter, des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir autrement, mais il y a aussi un certain nombre de produits ultra transformés qui peuvent poser beaucoup de questions. Ça demande, en tout cas pour nos associations, alors à la fois une vigilance, je ne vais pas y revenir, je pense que je l'ai expliqué, et un travail de plus en plus important que cette aide alimentaire en termes d'équipement, en termes de professionnalisation et en termes de flux. Parce que concrètement, on avait, nous, depuis des années, constaté une augmentation au niveau de l'aide alimentaire, uniquement une augmentation de 10% à peu près chaque année du nombre de colis distribués sur l'année. Donc 2020 est hors des clous, puisqu'on va être a priori sur une augmentation de 30%, c'est ce que constate la majorité des associations humanitaires, et sur certains départements en France, même plus 45%. Nous, notre département était déjà assez précaire, donc voilà. Donc ça pose vraiment en tout cas la question de l'avenir de nos aides alimentaires, de nos approvisionnements et vers quelles autres solutions complémentaires on peut se tourner, où on peut aider nos publics à se tourner. Notre aide d'urgence, je pense malheureusement qu'elle sera nécessaire pour un bon petit moment, mais voilà, on reste nous sur une aide d'urgence et on doit pouvoir passer la main aussi à d'autres acteurs, à d'autres opérateurs et se poser, nous, la question de nos approvisionnements. Voilà. Donc on se félicite quand même qu'en 2020, cette crise, en tout cas, nous a donné l'occasion de nouer davantage de relations avec des producteurs locaux. Et on essaye en tout cas toujours de se tourner vers des achats en local. Voilà. On veut pouvoir préserver à la fois la santé des publics que l'on accueille et diminuer nous aussi notre empreinte écologique et voilà, et avancer dans le bon sens. Je ne fais pas plus long, mais si vous avez ensuite des questions, voilà, je serais ravie de dire. Pas plus long. Oui, désolé. Monsieur Bastouille, allez-y. Alors n'hésitez pas à rappeler le rôle de votre l'association que vous représentez. Effectivement, on essaye de faire
un petit peu court pour avoir du temps dans l'échange après avec les participants. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités à la Banque Alimentaire et de me donner la parole. Donc, d'abord, une petite présentation de la Banque Alimentaire et ensuite je vous parlerai des actions qui ont été menées en 2020, en particulier dans le contexte de crise que l'on connaît. Donc, la Banque Alimentaire, DPO, fonctionne de la manière suivante. On travaille en réseau avec une 63 exactement associations dans le département. C'est-à-dire que dans ce réseau, nous sommes le principal organisme collecteur et je vous donnerai nos principales sources d'approvisionnement. Et on a donc 63 points de distribution répartis sur tout le département qui sont des associations indépendantes mais partenaires et qui sont en particulier les 22 antennes Croix-Rouge. On travaille maintenant avec 16 CCAS et ensuite une quinzaine d'associations privées, donc à vocation d'aide alimentaire en particulier. La Banque Alimentaire, donc c'est en 2020 2500 tonnes de marchandises qui ont été distribuées, de la manière que je viens de vous expliquer. On est actuellement 8 salariés, puisqu'on vient de recruter depuis 2 mois une secrétaire générale. Et on est une centaine de bénévoles. Et tous les jours, pour fonctionner, donc on est entre 30 et 40. Donc c'est, je dirais, maintenant devenu une grosse machine avec, depuis 10 ans, une augmentation d'activité de 10% par an, ce qui ne s'est pas démenti, puisqu'en 10 ans, on a doublé notre activité. Voilà. Et donc actuellement, on est en pleine, je dirais, structuration, pas restructuration, mais structuration pour, je veux dire, conforter tout ce travail important. Alors, nos sources d'approvisionnement. Alors, dans l'ordre, en 2020, dans l'ordre décroissant de volume, les magasins, grande distribution et magasins, donc on va tous les jours dans une vingtaine de magasins, c'est 1000 tonnes par an. Deuxième source d'approvisionnement, le marché Saint-Charles, où on récolte, en 2020, on a récolté à peu près 700 tonnes, dont une partie est redirigée vers les banques alimentaires frontalières, donc l'Aude, Béziers, Montpellier, Toulouse. Ensuite, les dons des entreprises et des particuliers, mais surtout des entreprises. Et entreprises, c'est-à-dire les industries agroalimentaires, les coopératives, c'est de l'ordre de 400 tonnes. Voilà, exemple Kellogg's nous a donné il y a quelque temps un semi-remorque de petit déjeuner. Exemple Coca-Cola, exemple McCain. C'est des partenariats qui sont la plupart du temps noués au niveau national par notre Fédération française des banques alimentaires et ensuite c'est redistribué aux banques alimentaires départementales. Ensuite dans le FEAD, Fonds européen d'aide aux démunis, qui représente des quantités importantes également. Et enfin, notre collecte nationale, tous les ans, fin novembre, on est présent dans 70 magasins des PO et où on fait appel à la générosité du public. Et donc, c'est une opération extrêmement importante à un double niveau. D'abord, en termes de volume, l'année dernière, malgré le contexte difficile, on a récolté en un week-end 100 tonnes de produits. Importante également en termes de variété des produits, puisqu'on nous donne, par exemple, des produits d'hygiène qu'on ne nous donne pas de par ailleurs, extrêmement rarement. Produits d'hygiène qui sont de plus en plus demandés par nos associations. Donc voilà, un peu le tour de nos approvisionnements. Bon, on a un budget de grosso modo 350 000 €, serré à double tour comme d'habitude, mais dont on fait face. Voilà, en termes d'organisation, évidemment, de présentation, évidemment, dans les grandes lignes. Alors, dans le contexte particulier du Covid, c'est-à-dire 2020 et encore maintenant, on a mené un certain nombre d'actions, je dirais, en plus de notre fonctionnement habituel.
Donc vous l'avez compris, nos distributions sont basées sur les dons. Voilà. Notre fonctionnement habituel des banques alimentaires en France, c'est que les entreprises, les particuliers, etc., nous donnent des produits, les magasins, et on redistribue ce qu'on nous donne. Et donc ça, c'est depuis 35 ans que les banques alimentaires existent, c'était comme ça. En 2020, ce schéma a été complètement battu en brèche parce que donc, les dons ne suffisaient pas à couvrir les demandes qui nous remontaient de nos associations partenaires. Et donc on s'est retrouvé début septembre en rupture de stock dans certains produits. Le lait, par exemple, qui est un produit basique dans notre distribution. Donc on a dû acheter. Et donc le budget n'étant pas du tout prévu pour ça, on s'est tourné vers nos, on va dire, partenaires, si j'ose dire, l'État en premier lieu, qui nous a aidés de manière conséquente. Deuxièmement, le conseil départemental, qui nous a aidés cet automne dernier de manière très conséquente. Et ensuite, donc, on a mené toute une politique, nos banques alimentaires locales, envers le mécénat, et donc voilà, un certain nombre de Crédit Agricole, Groupama, etc. Et les dons des particuliers. Tout ça réuni nous a permis de réunir une somme importante qui nous a permis d'acheter, ce qui était une grande nouveauté par rapport à notre fonctionnement habituel. Donc acheter dans un premier temps cet automne des produits secs, voilà, dont on manquait, et ensuite un peu à l'initiative, à la demande du département, de nous orienter vers l'achat de produits locaux. Voilà. Et donc on s'est résolument tourné vers ça. Et donc on a constitué avec tous les fonds réunis dans une cagnotte et on a monté une opération Solidarité PO qui nous permet d'acheter tous les mois depuis le mois de décembre et surtout pleinement le mois de janvier des yaourts assimilés à air et de la viande à la coopérative des éleveurs de Cerdagne et Capcir. Et de faire une opération mensuelle, donc voilà, de l'ordre de 10 000 € par mois. Autrement dit, on tiendra tout ce qu'on pourra. Voilà. Mais alors l'avantage du choix de ces produits, bon, d'une part évidemment aider la production locale, et deuxièmement c'est compenser la diminution forte des dons que nous font les magasins et les grandes surfaces en particulier dans ce type de produit. On a une grosse difficulté, c'est que les grandes surfaces nous donnent de moins en moins de produits frais. Donc viande, produits laitiers et plats cuisinés. Donc on compense de cette manière-là. Voilà. Dans la présentation, j'ai oublié de vous dire les différentes catégories de produits que nous distribuons. C'est donc fruits et légumes, évidemment, en quantité extrêmement importante. C'est produits frais, viande, produits laitiers, plats cuisinés, charcuterie, œufs. C'est les viennoiseries, pain viennoiserie, et ensuite donc produits secs. Voilà, donc on a monté cette opération Solidarité PO. La région nous a aidés dès le printemps dernier, l'automne dernier et à nouveau cet hiver avec l'opération Bien manger pour tous. Donc nous, Secours populaire, Restos du Cœur, Croix-Rouge en avons profité. Donc une fois de plus, on remercie évidemment la région pour ce geste. Pour des quantités, donc les produits concernés, c'était des produits frais, fruits et légumes, viande, produits laitiers. Et donc il y a eu encore en avril, janvier et avril, ou février et avril, je crois, une opération région. Donc qui venait compenser les besoins importants du moment. Ensuite, comme autre action particulière liée au contexte, les étudiants, donc vous savez, ont été très impactés par la crise. Donc au printemps dernier, le resto universitaire était fermé, l'université était fermée, et donc un certain nombre d'étudiants étrangers étaient confinés à l'université, donc de 250 personnes.
et donc qu'on a alimenté pendant plusieurs mois. Voilà. Ensuite, étudiants, donc nos associations ont monté chacune de leur côté des opérations ciblées étudiants et nous ont demandé des produits particuliers pour ça, et on a répondu présent évidemment, autant qu'on pouvait. On participe à une opération, un collectif entraide d'étudiants qui s'est monté autour du campus. Voilà, on a répondu présent. Ensuite, donc dans le contexte de 2020, en particulier du printemps 2020, où beaucoup de nos associations habituelles avaient fermé la peur du Covid, parce que dans les associations, il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, pour compenser, des collectifs se sont montés à droite à gauche, de manière un petit peu improvisée, et on fait appel à nous, et on a répondu présent. Et donc, ce qu'on a appelé, nous, des associations Covid, on a suivi 7 associations en 2020, dont un certain nombre sont devenus pérennes et on continue à les suivre. D'une part, d'autre part, depuis l'automne dernier, ce sont 6 CCAS nouveaux qui se sont créés et avec qui on travaille, dont le CCAS d'Annelia, avec qui on travaille, avec qui on a signé une convention pérenne, et avec qui on a commencé à fonctionner depuis, je crois, à peu près un mois. Et on s'en réjouit. Donc voilà, autre action particulière, mais non pas liée à la situation présente, mais dans l'action. Donc vous comprenez, la banque alimentaire, son rôle majeur, c'est l'aide alimentaire. Mais on a d'autres relations avec nos associations, c'est ce que j'appellerais du service. On organise depuis toujours des formations écoute et accompagnement des bénéficiaires par un organisme extérieur agréé que nous finançons et que nous continuons à organiser ces sessions, d'une part, et on organise et on finance des ateliers cuisine, voilà, qui sont le moyen d'apprendre à ce public à mieux se nourrir, donc pour mettre en avant une alimentation plus variée, vraiment, plus équilibrée. Et à travers ces ateliers cuisine, c'est contribuer à créer du lien social. Voilà, je termine. Excusez-moi si j'ai peut-être... Non, mais c'est pas grave. Par contre, je crois que Madame la Présidente, Je vous prie de m'excuser, je suis obligée de partir. J'ai des choses derrière. Donc merci beaucoup et bonne continuation. merci. Merci. Alors, Monsieur Hugon de Seux, pardon, oui, sur Hugon de Seux, l'aide, merci. voilà, on va essayer de... J'ai compris le temps des contre contre nous. Et surtout de pouvoir avoir du temps à l'échange, parce que finalement, on parlait dans la première table ronde, d'essayer de quantifier ce que ça représentait dans le département. On l'a un peu abordé, mais pas beaucoup. Et voilà, donc c'était juste pour rebondir. Petite présentation, donc je suis Ladislas Hugon de Seux, directeur du chantier d'insertion Andes basé sur le pôle économique Saint-Charles. Andes, qu'est-ce que c'est? C'est une association nationale qui a 2 missions principales. D'une part, l'accompagnement et la création d'épiceries solidaires partout en France, et l'approvisionnement en fruits et légumes des associations d'aide alimentaire habilitées. L'approvisionnement se fait par le biais de 4 chantiers d'insertion, un basé à Rungis, Perpignan, Marseille et Lille. Alors comment fonctionnent ces chantiers? Nous récupérons des fruits et légumes sur le bassin, donc là notamment sur le pôle économique Saint-Charles, ainsi qu'auprès des coopératives. Nous trions ces fruits et légumes récupérés par le biais de nos salariés en insertion. Donc ils sont 24 en contrat chez nous actuellement. Ces salariés en insertion sont ensuite recrutés sur des postes de manutentionnaires polyvalents, où ils effectuent le tri des fruits et légumes, la préparation de commandes et la livraison d'une quarantaine de structures à partir de Perpignan. Les structures, ça peut être le Secours Populaire, on travaille aussi avec les banques alimentaires, Emmaüs, Secours Catholique.
En 2020, ça représente 600 tonnes de fruits et légumes. À savoir que nous ne faisons pas que récupérer des fruits et légumes, nous travaillons sur une diversité et une variété importante de fruits et légumes, ce qui nous contraint d'acheter des fruits et légumes. Donc on achète auprès des marchés de production des fruits et légumes frais que nous redistribuons ensuite à bas coût aux structures alimentaires que nous approvisionnons. Sur l'aspect épicerie solidaire, donc on a 400 épiceries solidaires adhérentes en France, qui sont accompagnées au niveau national par des animateurs de réseau. Donc pour la région Occitanie, on a Mathilde Gabriel ici présente. À savoir qu'en lien avec la situation actuelle, on a été retenu pour accompagner 275 épiceries avant la fin de l'année. Donc si porteurs de projets il y a, que ce soit des CCAS, des particuliers, nous on pourra être amenés à les accompagner sur la création ou le développement d'épiceries. À savoir que c'est plutôt intéressant. Sur le volet, là, on recherche 6 porteurs de projets pour des épiceries solidaires et itinérantes. À savoir qu'on peut, par exemple, sur ce volet-là, les accompagner à hauteur de 15 000 €. Ensuite, donc là, on a eu la bonne nouvelle d'avoir 2 nouvelles épiceries dans le département qui ont vu le jour au mois de mars et une là courant mai. À Prades, c'est une bonne nouvelle pour la ville de Prades. Et ensuite, après, au niveau accompagnement du public en insertion, on a une accompagnatrice socio-professionnelle à plein temps pour accompagner les salariés que nous recrutons au sein de notre chantier d'insertion. Et ensuite, pour répondre de plus en plus, on s'adapte, on essaye de s'adapter au mieux aux besoins des associations et donc des bénéficiaires. Nous avons développé la distribution de produits surgelés, notamment le poisson. Donc le poisson, il provient exclusivement d'un chantier d'insertion basé en Bretagne, composé de 4 chantiers d'insertion exactement, où eux font à peu près la même chose que nous faisons avec les fruits et légumes. Ils vont récupérer à chaque fin de criée le poisson, qui n'est pas vendu, le transformer, ils vont le nettoyer, soit lever les filets, ou soit le préparer en darne, le surgeler, et ce sont ces produits-là, ces poissons-là que nous achetons et qu'on redistribue ensuite au détail aux associations du département ou de la région. À savoir que de Perpignan, nous approvisionnons des structures aussi bien basées sur Perpignan, Prades, Cabestany, Ille, que Montpellier, Saint-Affrique, Carcassonne, Toulouse, Foix, Pamillon, enfin j'en passe. L'idée, c'est d'approvisionner, de répondre au maximum à des besoins malheureusement présents d'un maximum de structures. Voilà. Là, nous travaillons actuellement, en plus du développement et l'accompagnement d'épiceries solidaires, on travaille aussi à différents projets sur la création de plateformes logistiques afin de limiter toujours les coûts carbone et les kilomètres réalisés par notre structure. J'essaie de faire bref. Oui, c'est très bien. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, moi, je vais vous faire deux propositions. Ce que je vous propose, parce que le temps file quand même, on ne se rend pas compte, mais ça passe vite, c'est soit d'observer une pause maintenant, de passer à la deuxième table ronde et d'avoir un échange sur la totalité de ce qu'on aura entendu dans la matinée. Ça évite qu'on parte les uns après les autres et qu'on puisse continuer quand même à avoir des échanges. Et puis simplement, deux, trois informations. Quand on parle d'avoir une idée de ce que ça représente dans le département, finalement on n'est pas les seuls, la CDK, avoir pensé à ça, et on partage avec d'autres, mais figurez-vous que l'adresse, la direction de la recherche et des études statistiques au niveau national, vient de lancer, en date du 7 mai, alors ça je me retourne vers Aurélie parce qu'elle va être enchantée, elle va recevoir de la paperasse à remplir de nouveau, donc il y a une enquête nationale lancée par l'adresse, ils vont s'adresser aux associations et de façon à avoir des comptes rendus de relevés, etc. Parce qu'on n'arrive pas très bien à cerner, ils n'arrivent pas très bien à cerner ce que ça représente. Donc vous allez sur le site de l'adresse et vous saurez à quoi vous allez de nouveau avoir droit en termes de paperasserie. La deuxième chose que je voulais citer aussi, c'était, bon, malheureusement le représentant d'État n'est pas venu. Non pas que l'État ne fasse rien, mais on aurait bien aimé avoir un peu plus d'informations, notamment il y a des appels à projets qui avaient été lancés.
On aurait bien aimé avoir des informations sur les résultats. À notre connaissance, ce n'est pas extraordinaire ce qui en ressort, mais c'est tellement techno, c'est tellement compliqué que bon, on peut comprendre aussi. Et puis, dernier point que je voulais soumettre, enfin pas soumettre, mais apporter à votre connaissance. Lorsqu'on parle du dimensionnement dans le département, mais sachez qu'aujourd'hui, au niveau du RSA, on atteint plus de 24 000 personnes qui le perçoivent. Et je rappelle que ce sont des montants qui ne sont pas très élevés, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la moyenne, on tourne autour de entre 350 et 400 euros. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Donc, ce n'est pas avec des montants comme ça qu'on fait la fête tous les jours. Allocation adulte handicapé, pareil, on est à plus de 11 000 bénéficiaires dans le département. Bon, j'ai oublié de dire les progressions. RSA, c'est environ 4% de progression. Allocation adulte handicapé, 4,5%. Les allocations pour le chômage, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même 4200 personnes qui bénéficient de l'ASS, mais difficile là d'en tirer des conclusions parce que vous savez qu'on est dans une période charnière avec la réforme qui arrive. Et donc là, on a une réalité un peu distordue par rapport à la situation. Prime d'activité, ce qu'on disait tout à l'heure, plus de 41 000 salariés l'aperçoivent. Ça veut dire que 41 000 personnes travaillent et ont besoin d'un revenu de complément pour pouvoir avoir un revenu un peu mieux décent pour vivre, ce qui est quand même un paradoxe. D'ailleurs, notre volonté aussi de faire cette réunion aujourd'hui, c'est aussi un paradoxe parce que tous nos efforts, toute notre bataille, c'est en fait pour supprimer, pour diminuer l'activité qui est la vôtre, parce qu'on préférerait évidemment que les gens avec un revenu décent puissent plus s'en sortir. Et dernier point, vous savez qu'une réforme de l'allocation logement est intervenue très récemment. Et ben ça se traduit dans le département par 3000 personnes qui ne l'aperçoivent plus, ce qui est quand même assez... Là, en décembre 2019, il y avait 57 800 bénéficiaires dans le département. En février 2021, il n'en reste plus que 54 700. Voilà ce qu'il a de la réforme de l'allocation logement. On disait que c'était pour faire des économies. Ben, les chiffres, malheureusement, nous donnent raison. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, on marque la pause maintenant, ça permet, je sais qu'il y a des personnes qui doivent aussi partir, donc ça permettra de partir. Et on enchaîne et on essaie de faire short sur...